pourrais dire qu'aujourd'hui, si vraiment je me laisse sentir, pour moi, le tantra, ce qui vient en premier, c'est que c'est la voie de l'amour, d'abord. C'est une voie, déjà. Le tantra, c'est un chemin. Oui. Une tantra, c'est une voie qui permet de s'aimer davantage et d'être davantage en rapport avec l'amour du monde. Et ce qu'il y a de spécifique, et c'est ce que j'aime beaucoup dans tous les tantras, en fait, tous les tantras, que ça vienne du bouddhisme, que ça vienne du Cachemire, que ça vienne ici d'Occident, pour moi ce qui est central et ce qui est noble dans cette voie-là, c'est que c'est une voie dite non-dualiste. Pourquoi ? C'est aussi abstrait non-dualiste, mais c'est vraiment cette idée que nous sommes dans un monde qui est un, où il y a plein de choses différentes. Il y a des choses lumineuses, des choses qui sont plus obscures, des choses qui sont vertes, des choses qui sont rouges. Oui. Il y a des hommes, il y a des femmes, enfin tout, mais que tout a sa place. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des choses qui soient justes et des choses qui soient injustes, des choses qui soient bonnes, des choses qui soient mauvaises. Pour moi, l'idée du tantra, c'est que tout est matière première. Nous sommes chacun dans un monde avec des possibilités, comme si on était des joueurs en fait sur un jeu de plateforme. Et en fait, tu as des données. Le monde, c'est un nombre de données auxquelles on a accès. Et le tantra dit, super, on est dans un monde qui ne fait qu'un, je fais partie de ce monde, et je peux interagir avec l'ensemble, en fait, des singularités de ce monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une amie, Morgane, qui est masseuse et facilitatrice de tantra, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je suis thérapeute de formation, donc je pratique à la fois le shiatsu, le massage thérapeutique, et j'enseigne aussi à des adultes la massothérapie pour qu'ils deviennent professionnels. Ok. Et depuis quelques temps maintenant, je facilite des ateliers de tantra dans le cadre d'Exploratorium Tantra. Et cette notion d'exploration, c'est assez important, il me semble, pour toi, que ce soit dans le massage ou le tantra, tu as vraiment cette idée que tu aimes explorer le rapport à l'autre à travers différentes approches, non? Oui, et je pourrais dire que depuis que je suis toute petite, en fait, c'est présent. En fait, j'aurais pu faire une superbe Indiana Jones des temps modernes, où pour moi, c'est très important que chaque chose qui m'est proposée, que ce soit à l'école, dans les manières de penser, dans les cadres, dans les religions, dans la politique, dans ce qui nous est proposé en termes de psychologie, de médecine, de toujours tout questionner. Oui. De questionner que les choses ne sont pas établies, mais que j'ai besoin d'avoir mon propre avis, mon propre opinion, et d'expérimenter surtout, en fait. Pour moi, on me dit, bon, ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a un côté très rebelle en moi qui a besoin de dire, non, mais je suis pas sûre, j'ai besoin de tester, de vérifier par moi-même si ça me correspond, si c'est bien réel, et si c'est vraiment sain comme chemin, je pourrais dire, à suivre. Donc oui, exploratrice. Ok, ouais. Moi, quand j'étais enfant, j'avais vraiment le regret qu'il n'y ait plus de continents à découvrir, qu'on puisse plus être explorateur comme on l'était avant. Clair. En fait, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il reste tout le continent de l'inconscient et de l'esprit. Et quelqu'un qui a envie d'explorer de nos jours, c'est plus une exploration intérieure, mais c'est vraiment quelque chose qui est toujours possible. Et moi, ça m'a beaucoup... C'est un peu vers quoi je me tourne maintenant, c'est cette exploration intérieure. Et de me dire c'est infini en fait. Moi je m'imagine à 90 ans toujours en train d'explorer. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans. Et est-ce que dans le processus que tu as fait par rapport au tantra, au massage, il y a des choses que tu pensais établies ou du coup tu t'es rendu compte ah non c'était pas comme je pensais ou c'était pas comme on me l'avait dit? Et est-ce qu'il y a un moment quelque chose qui vraiment t'a marqué dans ton processus? Alors avant d'aller dans cette direction-là, j'ai envie de rebondir sur le fait qu'il n'y aurait plus de nouveaux territoires à explorer, à part dans ce monde intérieur et celui de l'esprit. Et au fond, je vais peut-être faire un parallèle, mais toujours dans cette idée d'exploration, quand j'étais enfant, moi je passais ma vie dans le champ
devant chez nous, Oui. parce que j'ai grandi à Lézin, à la montagne, où il y avait plein de pierres. Et j'étais persuadée qu'en fait, ces pierres, c'était des dinosaures qui étaient ensevelis. Et j'étais sûre, toujours, chaque jour, que j'allais Oui. découvrir un dinosaure. Mais c'était toujours le même champ et toujours les mêmes pierres. Et au fond, des fois, je vois qu'on peut être comme grisé des nouveaux territoires. Toujours se dire que, ok, Oui, c'est on a vrai. découvert le monde entier, ou même l'esprit au fond, ça fait des milliers d'années que l'être humain part à Oui. la visite de son esprit. Moi j'ai beaucoup étudié le bouddhisme, qui est pour moi la référence absolue en matière de compréhension de la psychologie humaine. Donc ça fait vraiment des milliers d'années qu'il y a des humains Oui. qui s'y collent, et d'autres. Mais surtout l'idée de l'exploration, c'est pas que... pour moi, l'idée qu'il y aurait des nouveaux territoires inconnus à découvrir, mais c'est que pour chacun d'entre nous, l'ensemble du monde, l'entièreté de notre esprit Oui. est toujours à découvrir à neuf. Oui, d'accord. Tu vois, il y a toujours à explorer à neuf. Aujourd'hui, tu vas être d'une certaine manière. Tes connaissances sont d'une certaine manière. Ton rapport au monde est d'une certaine manière. Oui. Et tu vas te rencontrer, toi, là où tu es. Et aussi, tu vas aller rencontrer, de ce fait, l'autre là où il est. Mais parce qu'on cultive. Pour moi, c'est très important. Et la pratique de la méditation dans ma vie m'a beaucoup aidée pour Oui. ça. Cette idée de « je ne sais jamais d'avance ». Du coup, tout est toujours neuf. Au final, c'est un peu cette idée que c'est jamais la même personne qui se baigne 2 fois dans la même rivière. Enfin, Oui, c'est ni la même absolument. rivière, ni la même personne. Absolument. Donc certes, il y a des domaines d'activité, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre, et des lieux, mais au fond, c'est mon regard sur le monde Oui. qui fait que ça va être des nouveaux territoires rencontrés, connus. Oui, c'est vrai. Et pour moi, c'est une disposition, une disponibilité d'esprit. Et je crois que dans le domaine de la médecine alternative, par exemple, ou du tantra, qui sont, comme on dit, des voies alternatives qui sortent un peu des sentiers battus. Et c'est ça qui est révolutionnaire pour moi dans toutes ces approches que j'ai découvertes dans ma vie Oui. et que j'approfondis. C'est cette idée que rien n'est joué d'avance et que j'ai la possibilité, par ma sensibilité, par mes connaissances et par aussi le temps que j'y accorde, de découvrir des choses nouvelles et surtout des choses qui me correspondent. Oui. Et au fil des années, la découverte est toujours présente? Ou est-ce que tu as l'impression, là, ça fait combien de temps que tu fais du tantra maintenant? Alors c'est un peu particulier parce que le tantra est rentré dans ma vie avant même que je naisse, disons ça. Oui. Pourquoi ? Parce que ma mère, qui était déjà une rebelle et une pionnière dans son époque, a été et a suivi les enseignements de Osho, qui a été un des grands initiants du tantra, du néo-tantra, Oui. ici en Europe, en Occident, enfin même s'il a beaucoup enseigné en Inde. Et donc ma maman faisait déjà des stages de tantra avant que je naisse. Et donc ses amis sont des gens qui ont lancé le néo-tantra ici en Europe. Donc c'est les gens avec qui j'ai grandi. Donc si tu veux un petit peu à l'instar d'Obélix, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Ok, mais je faisais pas du tantra quand j'étais petite. Mais j'ai quand même été entourée. Oui, il y avait une ambiance. Il y avait une ambiance. Pour moi, j'ai toujours connu des gens autour de moi, par exemple, qui se prenaient dans les bras. Des gens qui se regardaient dans les yeux. Des gens qui parlaient pour de vrai. Ou la sensation que vraiment ces personnes-là qui déjà... pour moi, étaient un peu comme des oncles, des tantes à l'époque, avaient quelque chose de singulier, de spécifique, et qui était particulièrement humain. Et ma mère aussi, avec qui je dis toujours, ma mère c'est un peu comme mon premier maître, parce qu'en fait, j'ai toujours parlé avec elle de tout, de philosophie, de vie, de sexualité, de psychologie, de compréhension, enfin ça a toujours été un espace extrêmement riche. Donc je dirais que quelque part j'ai baigné dedans, mais c'est vraiment à l'âge de 20 ans, après une rupture amoureuse d'ailleurs, où je me suis dit mais il y en a marre toujours d'être avec des mecs détraqués, il faut que je change quelque chose. Et donc évidemment j'ai pas eu à demander très très loin autour de moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer mes habitudes. C'est vraiment parti de là en fait. C'est vrai que... Tu te rappelles l'habitude que tu avais voulu changer à ce moment-là? Alors oui, c'était vraiment très clair. J'étais sortie avec un homme, donc là j'ai vraiment 19 ans, 20 ans, et c'était une personne qui ne me correspondait pas vraiment. Il était parfait comme il était, mais il y avait de la violence, il y avait... En fait, il ressemblait beaucoup à mon papa. D'accord. En fait, il ressemblait beaucoup à mon père. Ouais. Et j'ai comme capté à un moment donné que non, j'avais besoin de davantage de douceur, j'avais besoin de davantage d'écoute, que c'était quelqu'un que je sauvais beaucoup.
c'était quelqu'un dont je m'occupais, qui m'apportait pas de sécurité, enfin comme si tout d'un coup, un peu comme un éclair dans le brouillard, j'étais là, il y a quelque chose que je reproduis. Ouais, Je d'accord. comprends qu'en fait, les hommes que je choisis dans ma vie sont des hommes qui incarnent une certaine immaturité, et des certaines... oui, et qui m'offrent de l'insécurité, et c'est comme si j'ai compris pour la première fois que je rejouais ce que je connaissais dans mon rapport aux hommes à Ouais. travers le lien que j'avais avec mon père. Donc, je me suis dit, là, il faut que ça change, je ne veux pas ça. En fait, je parlais de rébellion, de questionner. Il y avait ce côté, ok, c'est ce que je connais. Je connais ce type de rapport aux hommes, et j'ai envie que ça soit différent. Oui, Il y a eu une envie j'ai envie que ma vie soit plus douce. Je sens qu'il y a un souci, je sens qu'il y a un problème dans mon fonctionnement, donc j'ai envie que ça change. Donc j'ai demandé autour de moi, qu'est-ce que je peux faire? Au secours, sauvez-moi, aidez-moi. Et on m'a dit, il y a des stages de tantra jeunes qui existent. Donc jeunes, c'est 18-38 ans. Moi j'avais 20 ans, ça me faisait aussi un peu peur, oui. en fait. Parce que le mot tantra, c'est vraiment... on se dit, ah là là, mais il y a beaucoup de sexualité, les gens sont D'ailleurs, complètement libres. peut-être, Oui. pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le tantra, Oui. est-ce que toi, tu pourrais donner une définition de ce que c'est pour toi? Alors c'est toujours très compliqué de définir l'indéfinissable. C'est vrai. On va peut-être mettre ça comme terrain de base. Définir l'indéfinissable. Il y a des mots comme amour, méditation, yoga, vacuité, tantra, qui au fond veulent tout dire et rien dire. Et varie beaucoup d'une Et personne à varient l'autre. beaucoup d'une personne à l'autre. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, si vraiment je me laisse sentir, pour moi, le tantra, ce qui vient en premier, c'est que c'est la voie de l'amour. D'abord, c'est la voie, c'est une voie déjà. Le tantra, c'est un chemin. Oui, Une tantra, c'est une voie qui permet de s'aimer davantage et être davantage en rapport avec l'amour du monde. Et ce qu'il y a de spécifique, et c'est ce que j'aime beaucoup dans tous les tantras, en fait, tous les tantras, que ça vienne du bouddhisme, que ça vienne du Cachemire, que ça vienne ici d'Occident, pour moi, ce qui est central et ce qui est noble dans cette voie-là, c'est que c'est une voie dite non-dualiste. Pourquoi? C'est aussi abstrait, non-dualiste. Mais c'est vraiment cette idée que nous sommes dans un monde qui est un, où il y a plein de choses différentes. Il y a des choses lumineuses, des choses qui sont plus obscures, des choses qui sont vertes, des choses qui sont rouges. oui. Il y a des hommes, il y a des femmes, enfin tout, mais que tout a sa place. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des choses qui soient justes et des choses qui soient injustes, des choses qui soient bonnes, des choses qui soient mauvaises. Pour moi, l'idée du tantra, c'est que tout est matière première. Nous sommes chacun dans un monde avec des possibilités, comme si on était des joueurs en fait sur un jeu de plateforme. Et en fait, tu as des données. Le monde, c'est un nombre de données auxquelles on a accès. Et le tantra dit, super, on est dans un monde qui ne fait qu'un, je fais partie de ce monde, et je peux interagir avec l'ensemble, en fait, des singularités de ce monde. Oui, Et c'est parce que, en fait, ça a l'air simple, et ça a l'air vraiment peut-être accessible, ce que je dis. Mais en fait, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Tu grandis dans une famille qui a peut-être un héritage culturel, un héritage religieux, dont tu vas hériter. On va t'apprendre ce qui est bon, Oui. ce qui est pas bon, complètement. en fait. Ce qui est noble, ce qui est pas noble. Après, tu vas aller à l'école, là aussi, on va t'inculquer certaines choses. Dans tes relations, on va t'inculquer certaines choses. Et en plus, si tu viens d'une famille qui a une religion, souvent le monde religieux, dogmatique, on dit, bah voilà, par exemple, la sexualité c'est mal, mais le fait de se dédier à Dieu c'est bien, le corps c'est mal, l'esprit c'est bien, Oui, et l'air de rien, il y a 1 million de petites choses comme ça dont on a hérité, qui cloisonnent notre esprit, mais surtout qui font aussi ce que l'on est, et c'est pas je très trouve que c'est français. beaucoup la notion d'identité aussi. Par Oui, exemple, ça crée une on peut identité. créer une identité dans une croyance religieuse ou politique, et s'enfermer Oui. là-dedans en Oui, fait. complètement. Et le tantra dit, ok les gars, on met ça de côté, on revient à l'essence de la personne, on part du principe que dans chaque être, il y a quelque chose, on parle de diamant souvent, Oui, comme s'il y avait un cœur qui était effectivement comme noble, pur, et qui était capable de discernement, et d'avoir un rapport libre et amoureux au monde. oui, Et qu'on peut revenir à notre propre capacité de discernement, de clarté et de bonté.
Dans le monde bouddhiste, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est la nature de Bouddha. C'est l'idée qu'en chaque être humain, il y aurait comme une nature de Bouddha qui est foncièrement bonne. C'est au final assez similaire à la conscience christique, non? Par exemple, oui. Et comme on entend parler aussi de la confiance, les idées qu'il y aurait quelque chose d'une conscience discriminante, sachante en chacun de nous. Et dans plein de cultures, on retrouve ça. Et la voie du tantra, c'est vraiment, on laisse tomber les dogmes, on laisse tomber les idées et on revient à l'essence. Et de cette essence, de cette nature, regarde comment, librement, tu peux être dans ta vie. Et c'est ça que je trouve génial. C'est pas une promesse de tu vas te percher, tu vas passer ta vie dans une grotte ou atteindre des états mystiques. Non, 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 non. Le tantra, c'est très pratico-pratique. On dit c'est la voie de l'expérience. C'est vraiment, je sors du dogme pour revenir à, je me jette vraiment dans le réel et j'essaye. Oui, c'est vrai. Et je me découvre. Moi, une chose qui m'avait beaucoup aidé dans le tantra, et qui rejoint un peu aussi cette notion de non-dualité, c'est qu'au final, on est beaucoup enfermé en nous-mêmes, dans nos blessures, nos visions du monde. Et on peut avoir tendance à penser qu'on est différent des autres. Moi, je sais, j'avais beaucoup ce sentiment plus jeune d'être complètement en décalage avec les gens, la société. Et au final, dans le tantra, vu qu'il y a cet espace d'ouverture et où les gens parlent, en fait, je me suis rendu compte que les blessures étaient peut-être pas les mêmes, mais qu'au final, tout le monde avait des blessures très profondes et que j'étais pas spécial en fait dans le fait d'en avoir, que tout le monde en a, et qu'au final, comme tu dis, on fait tous partie d'un tout dans lequel on essaye plus ou moins de fonctionner, et je trouve que ça permet de relativiser en fait nos blessures, de se rendre compte déjà que d'autres en ont aussi, différentes. Et moi, je sais aussi, une de mes blessures principales, c'était par rapport aux femmes, et le fait de ne pas me sentir aimé ou reconnu par elles. Et en fait, d'avoir réalisé à quel point énormément de femmes, elles, ont la blessure inverse, où elles se sentent trop désirées, elles ne savent pas dire non, enfin, il y a ce côté... En fait, il y a cette dualité où des deux côtés, ça fait mal. Moi, ça m'a permis de beaucoup relativiser, en fait, de me rendre compte que la blessure allait dans les deux sens. Plus jeune, j'avais vraiment cette idée que être une femme, c'était facile parce que les gens vous aimaient, les gens venaient vers vous. Et en fait, pour moi, ça me paraissait facile parce que moi, ma plus grosse difficulté, c'est que personne venait vers moi. Et je voyais une femme qui allait sur les réseaux sociaux, qui rencontrait facilement des gens. Je me disais, mais c'est tellement facile comme vie. Et à travers le tantra, en fait, de me rendre compte de la blessure inverse, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que c'est vraiment un des points très forts du tantra, c'est de permettre à chacun, en fait, de voir le monde à travers les yeux d'autrui aussi, vu que chacun se permet et s'autorise d'exprimer ce qu'il vit. Et c'est vrai qu'on le fait assez rarement dans nos sociétés, à part dans des cadres peut-être très amicaux ou en couple. Et pour moi, c'est vraiment un des points forts du tantra, c'est d'autoriser, de voir que le monde est différent pour autrui, pas forcément plus dur ou plus facile, mais juste de voir la différence déjà. Et en ayant conscience qu'on est différent, mais qu'au final, comme tu dis, on a une source commune, qui est cette conscience, cet amour, et qu'au final, on essaie juste un peu de jongler avec... C'est clair, avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, mais tellement... Tellement, c'est très très juste ce que tu dis, et d'ailleurs c'est ce que j'ai découvert à ce premier stage de tantra que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Et mon Dieu, mais je me suis vue arriver dans le groupe par exemple, et vraiment tout de suite, cet homme je trouve séduisant, cet homme je trouve pas séduisant, lui il me fait peur, elle est sympa, lui va vraiment de vomir de jugement très vite, et de dire mais cette personne est inintéressante. Et de rentrer dans le stage, et tout d'un coup d'entendre des gens qui parlaient de leur histoire, de leur vécu, et dire ah là là, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que ça me touche, ou en fait qu'est-ce qu'on a des choses similaires, à quel point on a tellement des casseroles en commun. Beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus. Et en fait, quand on rencontre les gens, et quand les gens se montrent aussi dans leur vulnérabilité, en fait dans leur vérité, pour moi c'est aussi ça, la vulnérabilité, c'est se montrer dans sa pleine vérité, et tout d'un coup, je me suis sentie tellement proche. Mais de tous.
Du mec que je trouvais absolument con et bête et détestable, tout d'un coup, j'étais là, mais j'avais envie de lui embrasser les pieds parce qu'il parlait de comment il avait tellement souffert dans sa vie, et puis il m'a bouleversée. Oui. Et en fait, je parle du fait que ça change le regard. Oui, tout d'un coup, le fait de rencontrer les autres avec leurs blessures et qui s'autorisent à se dévoiler, moi, ça me met davantage dans une posture d'humilité et ça me touche, ça me bouleverse. Et c'est ce qui se passe souvent. Qu'est-ce que ça veut dire une posture d'humilité pour toi? Pour moi, c'est une posture justement où je décroche de mes jugements. Je reviens à l'humilité. Dans le sens étymologique d'humilité, il y a la même racine que l'humus. D'accord. L'humus, c'est la terre. C'est intéressant. Être humble, c'est revenir à la terre, à la simplicité de la terre. D'accord. Et pour moi, dans le tantra, il y a ça. En fait, je reviens à ma place et je retrouve cet esprit d'enfance où je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas qui tu es d'avance. Je peux avoir des jugements, mais je peux aussi assez vite m'en débarrasser pour juste revenir à cet enfant comme... T'as déjà vu un enfant qui voit la neige pour la première fois? Ou qui voit un truc pour la première fois? Il y a un émerveillement. Il s'en fout que la neige, elle soit rouge, elle soit bleue, elle soit verte. Non, tout d'un coup, il y a un événement qui le submerge, qui le dépasse, et il s'ouvre complètement à cette expérience qui est nouvelle. Et au fond, je trouve que le tantra permet ça. Que tu découvres en fait que les êtres humains, c'est des êtres humains et qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a tous des galères. Voire il y a des gens qui ont des galères beaucoup plus grandes que toi. Ah, c'est impressionnant des fois. Des fois, mais c'est ça aussi une posture d'humilité. Moi je suis là, mon histoire elle est difficile, j'ai souffert, pauvre de moi. Oui, ça n'empêche pas. Ça me permet de rencontrer mes propres casseroles, mes propres blessures. Mais des fois de rencontrer des gens qui ont des casseroles similaires, vraiment pires. Et qu'au fond, ils arrivent à mener leur vie, et qui sont là aujourd'hui, et qui veulent, et qui décident d'être heureux. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, les gens que je rencontre dans le tantra, en fait, c'est des gens qui disent « Non, mais j'en ai marre de vivre avec mes casseroles. Je suis enfermée, pieds et poings liés, à cause de mon histoire, à cause de mes blessures. Ça m'empêche de vivre, ça m'empêche d'être heureux, et j'ai envie de m'en libérer. » On a tout ça comme point commun. Et c'est vrai que le tantra est quand même très confrontant. On pourra parler un peu plus tard de différentes pratiques qui peuvent être données en exemple. Mais en tout cas, moi je sais que c'est confrontant et je pense que tu es d'accord aussi. Et du coup, ça, comme tu dis, les gens qui pratiquent le tantra, j'ai l'impression c'est que ils ont une envie d'évoluer. Ils sont prêts à se confronter à quelque chose qui va pas être facile, qui va leur montrer des parties d'eux refoulées ou peut-être qu'ils aiment pas. Et le fait, je pense que le fait que ce soit confrontant, ça amène une dynamique où les gens en fait sont prêts justement à être confrontés et sont là pour ça. Alors que souvent dans nos sociétés, j'ai l'impression on évite la confrontation, on est plus, on est une société, voilà. Et une des forces du tantra, c'est d'oser dire, on va se confronter en groupe, et peut-être que tu vas pleurer au milieu d'une salle de 20 personnes. Peut-être. Et que ça sera dur, mais tu t'autorises à visiter cette part de toi. Et le fait que tout le monde soit là pour la même raison, je trouve que ça peut enlever la honte ou la peur d'être là-dedans parce que au final, quasiment à chaque fois que j'ai fait du tantra, il y a un moment une personne qui s'est pas forcément sentie très bien, qui a besoin un peu de s'isoler. Et on se rend compte que c'est normal en fait et qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Et moi je sais, une de mes difficultés dans ma vie c'était de ne pas me confronter justement. Et être rentré dans l'espace du tantra, je pense c'est ce que ça m'a apporté. C'est de me dire la confrontation est positive. En tout cas par rapport à autrui. Moi j'avais l'habitude de me confronter tout seul dans ma tête, mais pas avec d'autres personnes. Peut-être pour vraiment abonder dans ton sens, c'est une voie radicale le tantra. Il faut le dire. Et c'est peut-être pas pour tout le monde en fait. Où il y a des moments dans sa vie où ça nous appelle et d'autres où on sent que on n'est pas prêt. Il faut quand même être prêt à se remettre en question. Tu vas faire du tantra, tu sais que tu vas chercher à être déplacé. C'est vraiment cette idée comme si ça fait des années que tu es dans une pièce dans le noir. Alors certes c'est inconfortable parce que tu baignes dans les coins, etc. Mais tu connais le noir. Et dans le tantra, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut allumer la lumière. Pour que tu vois où tu es. Et ça,
c'est en même temps libérateur et en même temps confrontant. Mais ce qui est beau, c'est que c'est pas non plus aride. En tout cas, C'est vrai. dans le tantra, et dans le tantra que je propose aussi dans mes ateliers, il y a la dimension de sécurité qui est essentielle. C'est-à-dire qu'on va amener un cadre qui est très précis, qui est vraiment clair, où les gens sont soutenus dans l'entièreté de leur processus. Oui, À tout moment, tu peux demander de l'aide. À tout moment, il y a des gens qui sont là pour t'entourer. Tu disais, tu peux te retrouver à pleurer, mais tout d'un coup, tu vas vivre aussi... Je sais pas, tu peux rire aussi, mais tu peux aussi vivre des processus personnels qui sont profonds, déstabilisants, où tu as l'impression d'être perdu. T'es jamais seul. oui, C'est pour que la magie du tantra opère, il faut un contenant qui soit solide. Et ça, c'est essentiel pour moi. On peut aller visiter nos blessures, nos parts qui sont les plus sensibles, fragiles. Oui. Mais pour ça, il faut vraiment un espace où tu te sens bien, où tu te Oui. sens accueilli, où tu te sens en sécurité. Et l'autre élément, c'est qu'il y a de la bienveillance. Oui. C'est un espace créé par les humains, pour qu'on s'aide. Et pour se livrer, il faut vraiment sentir que je suis dans un espace où je suis autorisée. Et ça, Oui, pour ça. moi, dans ma vie, l'espace du tantra, je crois qu'il n'y a pas eu un espace où je me suis sentie autant autorisée dans ma vie à être. Oui, Juste c'est vrai. à être. Je parlais du jugement, pour moi, c'est des espaces où c'est au-delà du jugement. Où je vais pouvoir manifester mes émotions, par exemple. Et ça va être accueilli. Qu'importe. Qu'il y ait de la tristesse, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la colère, c'est ok. Ma parole, il y a beaucoup d'espace de parole. Et en fait, je peux dire tout et c'est ok. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée. Au fond, tout ce qu'on fait dans le tantra Oui. n'est qu'un prétexte, au fond, pour se rencontrer soi. Et en fait, dans notre société, il y a des espaces qui sont peut-être des fois plus sombres, ou même le fait de pouvoir exploser et de manifester sa joie, c'est pas toujours très bien vu, Oui, c'est vrai. en fait. Les extrêmes... Et surtout en Suisse, on est Oui. quand même très... Oui, moi je dis c'est le Japon de l'Europe, Oui. des fois. C'est vraiment cette idée que non, ne pas déranger l'autre, tu en parlais tout à l'heure. Comment ? Oui. Parce que je suis vivant, parce que je rayonne, il faudrait pas que ça dérange l'autre. Là, ce qu'on apprend, c'est que il n'y a personne qui est trop. Personne n'est jamais trop, il n'y a que des gens pas assez. Mais ça, c'est inhabituel. Qu'est-ce que ça veut dire pas assez pour toi ? Souvent, justement, quand on dit c'est le Japon de l'Europe, on se restreint pour ne pas déranger l'autre. Oui. On veut pas prendre trop de place. Ne pas surtout avoir trop de caractère, ne pas surtout montrer trop. Une forme d'invisibilité un peu. Une forme d'un... Oui, c'est fait de se dénier, de devenir invisible pour ne pas prendre trop de place et pour rentrer dans les cadres. Oui. Pour moi, souvent, on n'est plutôt pas assez. Les gens, souvent, je trouve, manquent de caractère. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Tu sens qu'il y a une sorte de culture de la licitude qui est terrible, en fait. Parce que ça demande du courage d'assumer qui l'on est. Ça demande de cheminer, de se rencontrer, Oui. en fait. Et de le savoir. Et de le savoir. On a une fascination pour les gens qui ont beaucoup de caractère, entre guillemets. C'est pas dire qu'ils prennent beaucoup de place, mais avoir du caractère. C'est juste être soi, sans se brider. C'est vrai, oui. Et le tantra, pour moi, c'est l'espace où on apprend à se débrider. Mais ça veut pas dire qu'on apprend à faire n'importe quoi. Non. C'est-à-dire que c'est toujours dans cette dimension d'écoute de soi et de l'écoute de l'autre. C'est je me rencontre moi dans un espace relationnel, donc qui est commun. Oui. Dans un espace communautaire. Et c'est ça qui est sublime et qui est tellement incroyable dans cet espace du tantra, c'est que c'est pas juste moi et encore moi et moi-même, et des fois certains me parlent d'ego, ça me parle pas toujours, mais cette idée de je vais vomir et faire caca partout parce que je suis moi et je vous emmerde. Ouais. Non, c'est parce que je suis moi, que je suis tranquille et que je me fous la paix, de cet endroit-là, j'apprends à relationner avec l'autre. Oui. Et inversement, l'autre, plus il se fout la paix, plus il apprend à être lui-même, plus il est apte à pouvoir me voir et m'entendre, et plus on peut relationner ensemble. Oui, complètement. C'est pour ça que pour moi le tantra, c'est à la fois un espace de libération personnelle et en même temps un espace de libération communautaire et relationnelle. Oui. Et au fond, on découvre qu'en fait, je peux être entièrement moi, et parce que tu es entièrement toi, tu peux soutenir qui je suis, moi je peux soutenir qui tu es, et on va plutôt se pousser vers le haut. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si tu connais Rainer Maria Rilke, Oui. qui est un poète austro-hongrois. Que j'aime énormément. Pareil.
Et il y a un petit livre qu'il a écrit qui s'appelle Notes sur la mélodie des choses, Oui. que j'aime beaucoup. Et dans ce livre, à un moment, il dit que les gens sont des îles et que, en fait, un couple qui fonctionne, c'est deux solitudes qui ont appris à être seuls, mais qui relationnent entre elles. Et il disait, il prenait l'image de l'île, parce qu'il disait, il y a quand même la mer qui relie les îles. Oui. C'est pas deux points dans le vide, c'est quand même magnifique. deux points qui ont un lien commun qui est l'eau, Oui. qui est aussi au final la vie. Et cette idée que oui, on a besoin d'être seul, on a besoin de savoir qui on est, mais on a besoin aussi de la relation à l'autre. Oui. Et au final, c'est vraiment cette relation entre deux personnes seules qui crée quelque chose de plus beau. Et ça, au final, ça me faisait penser à ce que tu disais pour Complètement. le tantra. Vraiment, Rainer Maria Rilke, c'est un tantrika de premier ordre, au fond. Oui, C'est bien quelqu'un qui a dédié sa vie à l'expérience, qui a dédié sa vie au phénomène. Il était vraiment rebelle, et pour lui, il voyait le monde à travers son regard, et c'était la chose la plus précieuse qu'il avait. C'est pour ça, si tu lis la poésie de cet homme, elle est tellement singulière, mais ça parle, parce Oui. que ça parle d'un monde commun, mais à travers son regard à lui. Et il parle beaucoup d'amour, et moi c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce poète, et j'ai aussi un souvenir, alors je sais plus la phrase exacte, mais il disait que justement l'amour, c'est être un monde pour l'autre. ok. C'est aussi cette idée-là des deux îles, parce que je suis complètement mon île, Oui, et bah du coup je peux te soutenir parce que toi tu es aussi complètement ton île. On a cette idée que l'amour c'est la fusion absolue. oui, C'est de passer de deux pour devenir un, mais au fond l'amour c'est passer de deux à trois. oui, La relation devient l'espace commun, devient cet océan, cette eau entre nous qui fait que toi tu vas devenir l'île sublime que tu es et moi l'île sublime que je suis. oui, Mais c'est complètement. complètement à contre-courant. Alors va regarder des films romantiques à l'eau de rose de C'est Noël, vrai. c'est pas du tout ce qui nous est proposé. Oui, moi je pense que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre aussi, à pas me perdre dans l'autre à Oui. travers l'amour. C'est vraiment la dynamique que j'ai eue pendant longtemps, où dès que j'aimais une femme, je m'oubliais complètement pour vivre à travers elle en fait. Oui. Hein. Et je pense que dans le tantra justement aussi, ça m'a ramené au fait de me rendre compte que j'avais besoin d'avoir ma propre valeur aussi Oui. pour pouvoir la partager en fait. Si tu t'oublies complètement, tu te sacrifies complètement pour l'autre, bah au bout d'un moment t'as vidé ton panier et t'as plus rien à donner. C'est ça. Et est-ce que tu aurais envie peut-être de partager un ou deux exercices de tantra que tu apprécies pour donner une idée aux gens de ce qu'on peut pratiquer dans... Oui, absolument. Je Oui, prends un petit peu pas de souci, au pire au on coupe. dépourvu. On va faire ça, mais j'aimerais juste, il y a un truc qui me paraît essentiel d'éclaircir pour le tantra. C'est ce que le tantra n'est pas. Ouais, c'est vrai, c'est important. En fait, parce que en disant c'est aussi un mot indéfinissable, je vois, on parle de la relation amoureuse. C'est sûr que le fait est que le tantra va inclure l'entièreté des aspects de nos vies. Oui, Autant la dimension intellectuelle, spirituelle, relationnelle, physique, c'est vraiment cette idée que rien n'est acheté et que tout ce dont on a à disposition est la matière première de notre existence et de notre manière d'être au monde. surtout c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur le mot tantra. Ça vaut la peine de clarifier un peu, t'as raison. Oui. Il y a comme deux préjugés majeurs parce qu'il y a un peu deux grandes écoles du tantra. Il y a le tantra qui vient du bouddhisme, qui est plutôt une voie de dévotion, on pourrait dire, mais qui a la même racine, cette idée qu'on sort de cet espace duel, où il y aura des choses bien, des choses mauvaises, pour rentrer de plein pied avec la réalité, la crudité de l'existence. Et ça, j'adore cette approche bouddhiste, mais c'est plus des pratiques, au fond, de méditation, de visualisation. C'est presque du mysticisme, on pourrait dire, non? Je pourrais définir le mysticisme après. Pour moi, le mysticisme, c'est l'expérience dans le corps du divin. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, dans la voie bouddhiste, il n'y a pas cette idée de divinité, qu'un dieu qui soit c'est vrai, je à l'intérieur de pensais soi. plus au côté hindou que bouddhiste. Mais il y a cette idée-là de faire l'expérience. Moi, c'est vrai que je parle souvent plus d'amour que de Dieu, mais cette expérience de quelque chose qui te dépasse, de plus vaste, auquel tu peux te relier constamment et avec lequel tu peux jouer
aussi on rentre dans la matière où il y a du jeu, et on n'est pas arrêté uniquement à ce que l'on voit, mais on rentre dans le monde des phénomènes qui est beaucoup plus vaste. Donc ça c'est une approche. Et il y a la dimension tantrique qui vient beaucoup plus d'Inde effectivement, ou du Cachemire, qui a aussi cette dimension où il y avait des ascètes qui initiaient, et en fait qui initiaient beaucoup par la dimension de la sexualité, parce que ce tantra, on l'entend toujours comme sexualité. Et c'est pas faux à un endroit. Pourquoi ? Parce que la sexualité fait partie de notre vie d'être humain. Oui. Et en fait, de quasiment le monde entier est régi Et par je pense que cette partie précise résonne autant en Occident. C'est aussi lié au fait que toute l'histoire judéo-chrétienne a beaucoup enterré la sexualité. Ouais, et ça. qu'on a vraiment besoin en Occident de réexplorer ça, en fait. Oui, exactement. Et c'est pour ça aussi que le mot tantra est tellement associé au sexe. Pourquoi ? Parce que la question de la sexualité, de l'énergie même sexuelle, l'énergie de vie au fond, de conception, de création, est quelque chose qui a été tellement aboli et mal vu depuis des générations que beaucoup d'entre nous, on pense que la sexualité est quelque chose de sale. Et c'est très paradoxal. Parce que si tu regardes notre monde, regarde juste dans la rue, les affiches, tout est sexualisé. Tout est fait pour tourner vers la sexualité, et si t'écoutes les gens, quasiment tout le monde parle de leur histoire de cul, leur histoire de couple, est-ce que, enfin vraiment, comment on fait, comment je fais pas, la dimension du porno, on sait que maintenant les enfants même très jeunes ont accès à de la pornographie, et c'est comme si ça a été tellement mis sous cloche, comme si la sexualité était tellement tabou, que tout ce qu'on va... Mais regarde avec un enfant, tu mets un gâteau dans une boîte et tu lui dis ne va pas, jamais, sous aucun prétexte, manger ce biscuit dans une boîte, évidemment, le lendemain, il a bouffé le biscuit. Ouais. Et ben nous, en fait, notre monde judéo-chrétien a fait pareil. La sexualité, c'est mal, le rapport au désir, c'est mal, le corps, c'est mal. N'allez juste et surtout pas évoquer cette sexualité. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ça crée des troubles. On en parle très peu de la sexualité, on parle très peu de différentes manières aussi de rentrer dans la sexualité. Moi, en ce moment, ma question, c'est à partir d'où commence la sexualité, au fond ? Tu vois, vraiment cette question tu y répondrais ? Bah, là, dans mon expérience, j'ai l'impression que juste porter son attention, juste porter de l'attention à quelque chose, que ce soit un être humain ou le monde entier, c'est déjà un rapport sexuel. Le fait d'apporter de l'attention, de l'amour, qu'il y ait une interaction entre mon point d'intention et moi-même, c'est déjà un rapport d'amour. Et que la sexualité, au fond, c'est quoi ? C'est la rencontre. Ouais. Pour moi, du moment qu'il y a rencontre, c'est déjà de l'ordre de la sexualité. Et c'est pour ça aussi que pour moi, il y a vraiment cette croyance que la sexualité, ça serait réservé à la dimension du couple, ça serait vraiment cette idée de pénétration. Oui. Aussi. Il y a sexualité du moment qu'il y a pénétration, et potentiellement qu'il y a soit éjaculation, soit il y a un orgasme, soit il y a cette idée aussi de conception. Oui, c'est vrai. Dans le monde animal, la sexualité, c'est quoi ? C'est le coït, c'est le rapport qui permet de pérenniser l'espèce et de procréer. Alors oui, mais c'est comme si la sexualité est tellement vaste. Moi, je pense que des gens qui ont jamais fait l'amour de leur vie, des fois ont un rapport à la sexualité beaucoup plus authentique que des gens qui ont fait de la pornographie toute leur vie. Oui. Je pense que la question même de la sexualité doit être repensée. Oui, complètement. La question du désir doit être repensée. Qu'est-ce que c'est vraiment désirer ? Qu'est-ce que c'est la sexualité même pour moi ? Est-ce que quand je caresse le bras de quelqu'un, est-ce que c'est pas déjà une manière d'être en relation ? Et de revenir à cette idée de... C'est peut-être une aberration, mais de désexualiser la sexualité. Oui, non, complètement. Revenir au fond que la sexualité, c'est cette capacité d'être en lien. Et ensuite, certes, elle peut découler de plein de manières différentes. Et la sexualité, dans le tantra, en tout cas comme moi je l'ai rencontrée, c'est vraiment partir du principe que rencontrer le fait que je suis un être sexué. Oui. De base. Je suis un être relationnel qui a du désir, qui se manifeste de plein de manières différentes. Et plein de moments, je peux voir que je peux avoir du plaisir, je peux avoir de l'envie.
Et je peux avoir envie de partager avec quelqu'un d'autre. Et de plein de manières différentes. Oui. Pour moi, des fois, je peux parler avec quelqu'un et je peux avoir tellement de plaisir et que c'est aussi une manière de faire l'amour sur un plan. Mais aussi, il y a cette dimension charnelle, et c'est ce que j'aime bien dans le tantra, c'est qu'on désexualise la sexualité et on s'autorise à découvrir tous nos pleins potentiels. Donc souvent, dans le tantra, on va rencontrer des exercices de toucher. Voilà, ça c'est des pratiques, il y en a plein des différentes. Ouais. On va faire des massages par exemple, on va faire des exercices liés au consentement, on va être amené à exprimer. Par exemple, on pourrait faire une pratique où je vais te demander comment tu aimerais que je te touche. Oui, Tu ça vas c'est juste vrai, te c'est quelque laisser chose qui sentir ça. pour moi, était pas facile dans le tantra au début. C'est pas juste on te donne une consigne et tu la fais, mais on te pose la question de quelle manière tu voudrais être touché. Oui. Et pour moi, c'était plus dur. On m'aurait dit, voilà, tu dois être touché de cette manière. J'aurais pu le faire assez facilement. Oui. Mais là, ça me mettait dans la position où moi, je devais décider de comment j'avais envie d'être touché. Oui. Et je sais, pour moi, c'est difficile parce que j'ai tout le temps l'impression que je vais déranger l'autre. Alors, du coup, en fait, je me suis rendu compte que si on me demandait comment je voulais être touché, moi, j'allais dire, par exemple, là, la main sur la main, ou la chose la plus banale Basique. possible, basique, parce que c'est la seule chose, en fait, que je Oui. m'autorisais à demander. Oui. Et même, à la limite, si t'arrives pas à demander plus, c'est pas grave. Mais déjà, te rendre compte à quel point tu n'oses pas demander d'être touché, moi, ça m'avait marqué, par exemple. C'est vraiment, en fait, dès qu'il peut y avoir un désir vers l'autre, c'était répression, il faut surtout pas que la fille pense que j'ai envie qu'elle me touche. Et c'est assez confrontant, ça, le fait de demander plutôt que de donner une consigne. Oui. Je pense que c'est une des forces de beaucoup d'exercices du tantra. Oui. Alors c'est vrai que nous, on est plus habitués, école, consigne, Oui. société, consigne. J'ai appris, je sais, c'est Voilà. comme ça, c'est pas autrement, et je ne remets pas en question, et je me laisse pas sentir. Et du coup, t'as pas peur de faire faux, vu que tu fais la consigne. C'est ça. Tandis que là, tu dois inventer toi-même la consigne, du coup, tu te confrontes en toi à tes doutes, en fait. En fait, je dirais pas que tu vas inventer ta consigne, mais C'est en vrai. fait, la consigne te demande de sentir. Je reviens vers cette question de l'attention et du sentir. Quand je te demande comment aimerais-tu être touché, là, l'invitation, c'est que toi, tu puisses, on vient avec cette dimension, on va apprendre à sentir. Oui. À porter une attention sur qu'est-ce qui se passe en nous. Mais qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps, quelles sont mes pensées, qu'est-ce que je sens qui émerge, et de s'autoriser. Le tantra, c'est comment j'apprends à m'autoriser. Et quand je te pose la question, c'est pas, ok, tu vas voir en fait tes processus. Oui. Tu dis, ah bah moi, tout ce que je connais, c'est une main sur l'autre. Oui. Et bah tu vas dire, oh, dis donc, je vois émerger dans mon esprit qu'en fait, pour moi, si quelqu'un me demande, il n'y a qu'une possibilité. Oui. Et là, l'invitation, c'est, ok, tu vas voir quelles sont tes habitudes, tes autoroutes. Mon autoroute, c'est une main l'une sur l'autre. Mais l'invitation, c'est quoi ? L'invitation, c'est tu redescends dans ton corps. Tu vas juste sentir dans ton corps. Oui. Le tantra, c'est corporel. On vit dans une société extrêmement mentale, extrêmement comment on pourrait dire ? Décorporée ? Désincorporée ? Désincarné. Désincarné, merci. Désincarné. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se réincarne. Oui, On c'est part vrai. du principe que le corps, qui est en alliance constante avec l'esprit, est sachant intrinsèquement. Donc l'idée c'est, parce qu'en fait, quand je te pose la question, comment aimerais-tu être touché ? L'idée c'est pas que tu répondes le plus vite possible. C'est vrai. pour ça que dans la consigne qui est très précise, ça va être par exemple, comment aimerais-tu être touché ? Et tu vas avoir 1 minute les yeux fermés pour le sentir. Donc je reçois la question, comment j'aimerais être touché ? Et là, j'ai 1 minute pour laisser apparaître. Ça aussi, c'est un mouvement très différent. Oui, c'est vrai. On est dans une société où on apprend à être dans le faire. Et le vite. Et le vite. Donc, il faut tout de suite donner une réponse. Non, là, je fais le contraire. Je pars du principe que je ne sais pas d'avance et que je vais laisser émerger en moi ce que mon corps désire. Ce que mon être désire. Donc, je m'assieds, j'ai quelqu'un en face de moi qui est dans l'attente, qui est juste dans le soutien de mon processus, et après, ça se passe avec moi et moi-même.
Par exemple, si je m'assieds et d'un coup je sens que ce que je désire, c'est que tu viennes derrière moi et que tu me serres très fort. Mais moi, dans ma vie, dans ma culture, ça se fait pas. Oui. On prend pas les gens dans les bras parce que mon habitude c'est ça. Mais là je sens, ah ouais, j'ai envie de sentir ton ventre contre mon dos et que tu me serres très fort. Donc il y a ça, il y a ce processus-là. Donc je sens émerger ça. Oh, je peux pas, j'ai pas le droit. Oui. Donc je vais demander quoi ? Non, en fait, mets une main sur ma main. Donc moi, je vais me découvrir. Je découvre que je renonce à mon désir Oui. parce que j'ai peur que tu me juges, parce que ça se fait pas, parce que non. Mais c'est ce que je désire. Et c'est ça qui est intéressant dans le tantra aussi, c'est qu'au final, que peu importe la manière dont tu vas faire l'exercice, ça va te révéler quelque chose. C'est ça. Que tu oses ou que tu n'oses pas, mais en tout cas, ça te met en face de quelque chose en toi. Absolument. Et c'est que ça qui nous intéresse. Oui. C'est que tu te rencontres toi. Moi, j'aime bien dire souvent, on s'en fout de l'exercice. Et d'ailleurs, c'est pas des exercices, c'est des pratiques. Oui, c'est vrai. Cette idée de pratique, c'est vraiment parce que ça nous concerne de tout notre être. L'exercice, il y a peut-être... Moi, j'ai le souvenir des exercices quand je faisais des fiches de maths, quelque chose d'assez extérieur. Non, Oui. une pratique, c'est quelque chose qui nous demande, qui fait qu'on va y aller complètement. Je fais pas semblant, ou c'est pas quelque chose, je fais pas un exercice pour apprendre quelque chose. Oui. Je fais une pratique parce que ça me rapproche de mon humanité. Et donc, exactement, c'est-à-dire que cet endroit-là, c'est sublime en fait, c'est le cadeau. C'est-à-dire que la pratique m'aide à me rencontrer moi. Et qu'est-ce qui se passe ? Plus je me connais, plus je me rencontre, plus j'arrive à vivre avec moi-même, plus je me fous la paix, plus la vie devient plus douce. Moi, j'aime bien vraiment arriver à la dimension de douceur. Parce que 2/3 du temps, on lutte avec nous-mêmes. On est en lutte constante. On ne se connaît pas, on n'arrive pas à se foutre la paix, donc on lutte et on perd beaucoup d'énergie. Oui, vraiment. Mais plus, c'est vraiment basique. Plus je me rencontre, plus je connais mes habitudes, je connais mes enfermements, plus je passe du temps avec moi-même, plus du coup, il y a de l'espace. Et plus il y a d'espace, plus il y a de la douceur. Et plus il y a de la douceur et de l'espace, plus quand je suis confrontée à une situation, à quelqu'un d'autre ou à n'importe quelle situation dans ma vie, plus j'ai de liberté. Oui, c'est et vrai. La liberté, c'est juste... pour moi, la liberté et le choix, c'est la même chose. Quand je suis libre, quand j'ai de l'espace, quand je ne suis pas pris par mes croyances, mes autoroutes dont on parle tout à l'heure, tout d'un coup, quand je fais un choix à partir de ce que je sens. Oui, pas par habitude ou automatisme. Et pas par habitude, par croyance ou par peur. Non. Je reviens, j'apprends à sentir ce qui est juste pour moi. Mais c'est toute une vie, apprendre à sentir ce qui est juste. Parce que tout le temps, vraiment regardez à partir d'où vous faites des choix. Toi, tu saurais dire en toi quel est le processus qui fait que tu as de la peine à t'écouter? Moi, je sais, pour moi, c'est beaucoup le fait d'avoir peur de déranger l'autre ou d'avoir peur de faire quelque chose qui correspondrait pas à ce que l'autre veut. Et moi, c'est vraiment ça qui fait que je vais pas m'écouter. Oui. Mais de ce que j'ai découvert aussi dans le tantra, c'est qu'il y a plein de gens qui s'écoutent pas pour plein de raisons différentes. Et c'est une des richesses aussi du tantra, c'est de voir tous ces points de vue différents. Et toi, tu saurais dire... Quelle est mon autoroute? Ouais. Je vais essayer d'être précise. Moi, mon autoroute, c'est vraiment la peur de ne pas être aimée. D'accord. C'est vraiment... dans mon histoire, souvent, comme j'étais, qui j'étais, ça n'allait pas. D'accord. C'est vraiment ce que j'ai intégré. Que qui j'étais, ce n'était jamais assez, ou c'était toujours trop. Oui. Et que parce que j'étais moi-même, je n'allais pas être aimée et j'allais être rejetée. Donc j'ai appris à m'adapter, à me suradapter. Oui, d'accord. Beaucoup. Et du coup, si j'étais moi, je prenais le risque de ne pas être aimée. Et si je ne suis pas aimée, je ne suis pas vivante. Oui. En fait. Pour moi, c'est comme si c'est la blessure la plus dure pour moi. C'est-à-dire que si l'autre ne m'aime pas, ou si je ne suis pas aimée par un groupe, j'arrête de vivre, tout simplement. Oui, d'accord. Et donc le tantra m'a aidé à ça. À revenir à cet amour de soi et de me libérer de la peur de ne pas être aimé par l'autre. Parce que quand on a peur de ne pas être aimé par l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adapte, mais on s'adapte tout le temps. Oui. C'est-à-dire que c'est une sorte de rapport de séduction constant et je regarde tout ce que tu fais tout le temps, la moindre parole, le moindre geste, et je vais essayer d'être une sorte de
de caméléon qui va changer de couleur constamment pour que tu m'aimes. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a aussi la dynamique où si, par exemple, dans le couple et tu passes 3 ans à t'adapter tout le temps, le jour où justement, une fois que tu t'adaptes pas, il y a le potentiel que la personne ne l'apprécie pas parce qu'en fait, tu lui as manqué sur qui tu étais pendant 3 ans. C'est exactement ça. Et ça a été mon chemin. Comment je sors, et c'est encore mon chemin aujourd'hui, comment je sors de cette adaptabilité pour revenir à cette histoire de liberté. Oui. Je prends le risque. Assumer ses choix, c'est prendre un risque. Je prends le risque que tu m'aimes pas. Je prends le risque que tu me rejettes. Je prends le risque de ne pas être accepté par le groupe. Je prends le risque d'être seule. Oui. En fait. Et c'est ça. Et le tantra me montre au fond que je peux être seule. Mais détendue dans cette solitude. Au fond. C'est-à-dire que vu que j'ai de moins en moins peur d'être rejetée, et du coup, c'est plus léger. Mais c'est plus léger parce que je peux être seule avec moi-même. Et je peux voir qu'au fond, les relations que j'ai maintenant avec ma famille, mes amis, ou dans mes relations intimes ou de couple, elles se sont transformées. Parce que du coup, je libère l'autre. De quoi la liberté ? Je libère l'autre. Tu parlais du fait que dans le couple, l'autre a l'impression qu'on lui ment. Oui. Mais moi, quand je passe mon temps à m'adapter et que je me montre jamais telle que je suis parce que j'ai peur d'être rejetée, c'est comme si l'autre à un endroit, je le gruge tout le temps. Oui, je me montre jamais. Mais maintenant, j'apprends à me montrer et je vois qu'en fait, je me sens beaucoup plus proche des autres maintenant que je m'autorise davantage à être dans cette spontanéité. Oui. En fait, c'est comme si... c'est quand même dingue. C'est-à-dire que je me sens plus aimée que jamais maintenant que je m'adapte moins. Alors qu'avant, je pensais que si je ne m'adaptais pas à l'autre, j'allais être rejetée et pas aimée. Et en fait, c'est le contraire qui se passe. Oui. C'est marrant parce qu'au final, c'est un peu la même dynamique dont on parlait un peu plus tôt avant la vidéo. Où pour moi, j'expliquais que j'avais compris qu'en fait, je me sacrifiais en permanence pour l'autre. Parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que je prouvais mon amour, en me sacrifiant. Et au final, je m'étais rendu compte que l'autre personne, d'avoir quelqu'un qui se sacrifie tout le temps pour elle, c'est pas positif non plus. Parce qu'après, elle voit que t'es pas bien, que t'es pas aligné en fait. Et ça rejoint un peu ce que tu dis au final, c'est en voulant... pour moi, me sacrifier, c'était mon moyen de recevoir de l'amour. Parce que je me disais, regarde comme je me sacrifie pour toi. Et au final, c'est la même dynamique que toi, où dans les deux cas, on cherchait l'amour à travers un comportement, et on se rend compte que ce comportement nous éloignait complètement de... Attends une seconde. Les chiens. Au final, on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes, hein, vraiment. Et ça, c'est enfin, se sacrifier, comme tu le dis, comme tu le fais, ou comme tu l'as fait, et me suradapter, c'est 2 processus de sacrifice. Oui, c'est vrai. En fait, tu disais, il y a plein de casseroles différentes, enfin, il y a plein de manières différentes de sacrifier. Voilà, ça, c'est 2 manières très claires de se sacrifier. Et du coup, on se montre jamais. Oui, c'est vrai. Parce que c'est dangereux. Moi, je sais que j'ai intégré dans ma vie que être qui je suis, c'est dangereux. Parce que si l'autre me voyait vraiment comme je suis, il ne peut pas m'aimer. Et est-ce que, à l'époque où tu pensais ça, est-ce que tu t'aimais toi-même ? Ça s'est matérialisé par beaucoup d'exigences démesurées envers moi. Le rapport à mon propre corps, le tantra m'aide beaucoup à accepter mon corps. Je vais parler de mon histoire. Moi, ma mère a eu énormément, mes parents ont énormément d'exigences envers moi, et ma mère m'a mis au régime depuis que j'ai 7 ans. Et vraiment, il y a eu ce truc de j'étais toujours trop grosse. D'accord. J'étais belle, mais pas si belle. Et mon corps était jamais suffisamment bien. Donc j'ai vraiment intégré que dès que j'avais un peu des formes, des hanches, des rondeurs, j'étais pas désirable, j'étais pas aimable. D'accord. Donc j'ai vraiment intégré que si mon corps n'était pas comme parfait, je ne pouvais pas être aimable. D'accord. Cette idée de la beauté, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré parce qu'on me l'a inculqué. Oui. L'intelligence aussi. Si je suis pas pertinente, tu vois, dans cette idée de si j'ai pas un rapport très ouvert à la spiritualité, si je suis pas pertinente dans mes déductions, si j'ai pas cet intellect, je suis pas aimable. D'accord, oui. Donc vraiment comme un certain nombre d'exigences. Et maintenant il y a un peu ce truc, mais on s'en fout en fait. C'est le truc qui vient, mais
mais pourquoi? Mais pourquoi? Et le tantra m'a aidé justement à questionner ça. Oui, Vraiment. Et aussi à travers le regard de l'autre. De vraiment ce truc, non mais regarde, mon corps il est comme ça, il est comme ci, non. Puis quelqu'un qui te dit, non mais en fait, moi qu'est-ce que je vois de ton corps? Ou je le trouve beau, ou de voir le corps de l'autre. Tout d'un coup, moi aussi, ce qui m'a beaucoup libérée par rapport à la question, je prends un peu plein de choses comme oui, ça, oui, mais vas-y. à la question du poids, par exemple, c'est que j'ai vu des femmes qui étaient rondes, qui aimaient profondément leur corps, et qui dansaient avec ce corps, et qui l'aimaient, qui le manifestaient, et d'être touchée au larmes, mais moi, je me suis jamais autorisée. Oui, Je pars toujours du principe que comme je suis, ça ne va pas. Alors que je vois des gens aussi qui m'inspirent profondément, qui sortent des canons de beauté traditionnelle et qui sont sublimes. oui, Et me dire, mais au fond, mais qu'est-ce que je fais? Mon temps, il est précieux, mon corps, il est magnifique, il me porte, il m'aide, il me soutient. Et je peux reconnaître mon visage, je peux aimer ma sensualité, je peux aimer mon corps de femme, je peux aimer mes rondeurs, et je suis aimable oui, aussi. Et parce que moi, je m'aime davantage, c'est vraiment... c'est cash. Plus je suis en paix avec les parties de moi-même, plus j'ose aussi reconnaître avec peut-être davantage d'humour, en fait. Par exemple, moi, j'ai une tendance à la dysphasie et à la dyslexie. oui. Donc, je fais plein d'erreurs de français, d'orthographe. Apprendre une langue, c'est l'enfer pour moi. Mais pour moi, dire que je parle anglais comme une vache espagnole, alors que je suis quand même quelqu'un qui est dans le monde, qui enseigne, etc., Oui. je peux ressentir de la honte. D'accord. Et l'espace du tantra m'envoie toujours à l'endroit qui dit « and so what ?» Et puis quoi? Et puis quoi? Oui. Est-ce que ça veut dire que t'es pas capable d'apprendre une langue? Est-ce que ça veut dire que t'es un moins bon être humain? Non. Ça revient à cet endroit de reconnaître ses qualités, pouvoir exprimer ses peurs, exprimer. Le tantra, c'est un lieu où on apprend L'expression, oui. à exprimer et à rencontrer. Par exemple, il y a beaucoup de pratiques où on va rencontrer ses émotions. C'est toujours dans ce joyeux monde Ouais. judéo-chrétien d'où l'on vient. Exprimer ses émotions, c'est souvent mal vu. Oui, c'est vrai. Manifester Surtout de la- les expressions dites négatives. Hein. Oui, Je trouve dans nos sociétés, il y a vraiment une chape sur tout ce qui peut être colère. Ou... Oui. Alors que des fois, c'est bon d'être en colère aussi. Il y a une force dans la colère. Et il y a une force dans toutes les émotions au final. Absolument. Si elle émerge en toi, c'est pas sans raison. Et juste se permettre de l'exprimer et de pas s'en vouloir à soi-même aussi. De ressentir ça. de se flageller. Oui, Absolument. Et ça, la première fois que j'ai touché ça, c'est vraiment dans l'espace de la méditation. Où vraiment tu t'asseyes, tu portes attention. La méditation, c'est aussi central. Hein. Et dans l'espace du tantra, elle aide énormément. ça c'est quelque chose que j'aime bien dans les tantras que tu organises. On pourra mettre le lien d'ailleurs dans la vidéo. C'est que tu amènes aussi un côté un peu spirituel, méditation, que dans d'autres stages, j'ai pas forcément retrouvé. Et je trouve que c'est bien de quand même garder aussi cette approche dans l'approche du tantra, que ça fait partie du processus. Pas être uniquement dans le côté trop sensuel, Oui, où des fois le néo-tantra a tendance un peu à dévier vers ça. Oui. Mais de se dire oui, la sensualité c'est important de s'ouvrir à ça, mais de quand même garder aussi un côté intérieur, méditatif, Oui. même un peu mystique, enfin. Oui, complètement. Et c'est une des choses que j'aime bien dans les stages que tu proposes, c'est qu'il y ait les deux dimensions et pas une seule. Oui, c'est central pour moi. Je pratique la méditation depuis que j'ai 20 ans, j'ai 34 ans, donc ça fait un certain nombre d'années. Elle est centrale dans ma vie parce que c'est l'endroit, c'est un laboratoire pour moi où je peux me rencontrer, mais de façon extrêmement directe et claire. C'est-à-dire que la méditation, c'est juste se poser et regarder ce qui est là, comme c'est, avec cette dimension d'honnêteté. Et dans une forme d'immobilité aussi. Et on apprend à sentir. Je parlais des émotions, dans la méditation, il y a vraiment cette idée de... Une émotion apparaît et elle est là comme messagère. La colère, la tristesse, la peur, l'angoisse, elles ont toujours quelque chose à dire. Oui. Comme la joie, la tendresse, l'euphorie. C'est toujours des émotions qui, au fond, ont juste des tonalités différentes.
Oui, Tu vois, un peu comme une palette de couleurs. Il n'y en a pas une qui serait bonne ou mauvaise, non. Elles disent quelque chose de ce que je vis, elles disent quelque chose de mon rapport au monde. Dans la méditation, j'ai vraiment rencontré à quel point je ne suis pas une boîte de conserve fermée sur moi-même, oui, auto-déterminée, mais je suis un être au monde. Le monde et moi, on est constamment en relation et oui, au fond, on n'est pas séparés, et que les émotions, c'est un peu des pensées plus colorées qui viennent dire quelque chose. Et que quand je les mets sous clé, je dis non, la colère, c'est mal, faut pas sentir ça, faut pas sentir ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme cette idée du monstre dans le placard, oui, au fond. Le monstre qu'on enferme dans le placard, et on dit tu n'existes pas, qu'est-ce qu'il fait? Il devient de plus en plus grand. Dans tous oui, les contes, ils deviennent géants, et ils c'est font vrai. peur. Et le jour où tu allumes la lumière, où tu te poses face à ce monde, dis ok, je veux voir qui tu es. La méditation, le tantra, c'est je me pose face aux monstres et je les regarde. On dit qui tu es. Et quand on allume la lumière, qu'est-ce qu'on découvre? Souvent on découvre des princes et des princesses qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été regardés. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça. On découvre des parties de nous qui ont été délaissées et qui disent ah, au secours. Ou par exemple la colère. Moi j'adore la colère à un endroit. Pourquoi? Oui, Parce que la colère dit quelque chose d'un sentiment d'injustice. Quand il y a une injustice, une sensation d'injustice, quelque chose n'est pas dit correctement, n'est pas fait correctement, la colère elle vient comme dire non. c'est drôle ce que tu as dit avec les princes et les princesses. Ça me fait repenser à Rilke de nouveau. Mais il y a un endroit où il dit et si tous les dragons n'étaient en fait que des princesses qui avaient besoin qu'on leur montre un peu d'amour. Et il le dit plus joliment que ça, j'ai pas la phrase exacte en tête. C'est magique parce que quand j'ai dit ça, c'est à la phrase que je pense. C'est vrai. Ouais, vraiment, que Ah, c'est j'adore. drôle. Ouais. Oui, c'est ça. Au final, ce côté, c'est comme si en réprimant, on. Je sais pas si c'est le mot, j'allais dire noircissait. Mais j'ai l'impression que dans la répression, il y a quelque chose qui noircit encore plus ce qui était présent. Parce qu'on lui interdit d'exister en fait. Et Oui, c'est comme s'il y avait une forme de rébellion c'est ça. contre cette interdiction. Oui, parce qu'on est constamment traversé. La vie elle-même, c'est un flot, c'est comme l'eau. Elle coule tout le temps. Oui, Et nous, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Non, je veux pas que ça coule. Va dire à une rivière que tu veux pas qu'elle coule. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire des barrages. oui, Mais à un moment donné, l'eau, elle va passer au-dessus du barrage. Elle va s'infiltrer, elle va faire des creusets. Et c'est normal, c'est la vie qui coule. oui, Et au fond, la pratique de la méditation, le tantra, elle dit bon, allez les gens, on va voir le barrage, pourquoi il est là, et on va voir si on peut le déconstruire. Pourquoi? Pour que l'eau puisse couler à nouveau. Et puis on va aussi apprendre à arrêter de nager à contre-courant parce que ça nous fatigue, ça nous épuise, ça nous rend malheureux, ça nous rend triste, déprimé, stressé. oui, Mais en fait, on peut apprendre à surfer. C'est ça, parce que je connais, parce que je suis capable de rencontrer mes émotions, parce que je suis capable de rencontrer mon corps, mes peurs, mes croyances, mon énergie de vie, ma sexualité, mes émotions, enfin tout ça, tout ce qui te constitue, c'est plus justement des dragons dans les placards, mais ça devient justement ce flot, ce flux, ce courant de vie, et là je peux nager oui, avec. complètement. Du coup j'arrête de lutter. Et du coup, je me fous la paix de façon très radicale, très réelle, et je retrouve cet esprit d'enfant qui est capable d'être spontané, d'être libre, qui est capable de prendre des choix sans que les choses soient dramatiques. Ça, c'est quelque chose de... Mon cheminement spirituel m'a Oui, appris que les choses ne sont pas si dramatiques. oui, c'est vrai. Qu'au fond, je souffre énormément, 2 tiers du temps, parce que je rends les choses dramatiques. Parce que je refuse de les voir comme elles sont, parce que j'ai peur. Et quand j'apprends justement à voir mes mécanismes et à comme les déverrouiller dès qu'ils apparaissent, Oui, tout d'un coup, les choses deviennent moins dramatiques et je vois juste que je peux prendre le chemin de gauche, de droite, d'au-dessus, d'en dessous, et quoi qu'il arrive, au fond, qu'importe mes choix, qu'importe les directions que je vais prendre, qu'importe les réalisations dans ma vie, qu'importe les gens avec qui je vais relationner, au fond, à un endroit, ce sera parfait. c'est ça. Et en plus aussi, cette idée que, au final, même si par exemple tu rentres dans une relation toxique à un moment qui te fait du mal, Oui,
bah, au final, je pense que tu avais besoin de la vivre. Tu avais besoin d'arriver dans quelque chose qui te met en face de ce que tu voyais pas en toi, des comportements qui allaient pas en toi. Oui. Et au final, oui, c'est une période dure à vivre, mais si de manière générale dans ta vie, tu es prêt à aller explorer en toi Oui. ce à quoi te confronte le monde, bah cette relation qui était dure, au final, elle va être porteuse. Oui. Alors que si tu es complètement fermé au monde et au final, tu vas juste accumuler des expériences difficiles, Oui. mais tu vas jamais voir l'expérience que tu étais censé y voir, Oui. y vivre. Qui Et du coup, t'apprend. tu reproduis en fait toujours la même chose parce que tu refuses de voir dans ton fonctionnement ce qui crée aussi cette situation. Oui. Et c'est comme tu dis, apprendre en fait à ok, c'est dur, mais c'est pas dramatique, c'est une expérience à vivre. C'est ça. Et moi, je sais par exemple, une des choses qui a rendu mon adolescence très dure, Oui. c'est que je pensais que ça changerait jamais. Je me Oui. disais, je sais pas interagir avec les femmes, je Pas sais toujours. pas faire ça, et toute ma vie ça va être ça et ça va jamais changer. Et en fait, ça rajoute un poids énorme sur ce que tu vis. Parce que tu te dis, bon là, ça a pas marché et ça va pas marcher pour 90 ans. Alors que tu te dis, non, là, au final, c'est une expérience, ça marche pas maintenant. Mais peut-être que dans 5, 10 ans, ça marchera, peut-être même 2 semaines, t'en sais rien. Tu sais pas. Mais d'enlever ce côté dramatique, Oui. et moi je pense à ce niveau-là, j'avais pas mal été influencé par Nietzsche, Mhm. qui lui aime bien la tragédie. C'est clair. Enfin, c'est vrai que dans la tragédie, il y a une force aussi. Il y a une force, il peut y avoir une force de caractère. Oui. Ou si tu es confronté à quelque chose de vraiment tragique et tu arrives à rester droit dans tes bottes, à rester droit dans tes principes, bah, il y a une vraie force en fait à se dire c'est dur, mais c'est pas grave, je passe à travers. Mais moi au final ça m'a trop mis dans une position où je me disais il faut juste porter la douleur, peu importe l'accumulation qu'elle a. Et en fait la force pour moi elle était dans le fait de réussir à porter la douleur. Alors qu'au final, elle est plus dans la transmutation que dans simplement le fait de se dire bon, j'ai les épaules solides Et je porte. et je porte. Oui. Complètement. Et y a un mot que tu as dit avant qui résonne beaucoup avec moi, c'est la spontanéité. Oui. Et c'est vraiment ce côté enfantin en fait, Ouais. où tu vas pas réfléchir 10 minutes si faire ça, ça va être grave ou non. Simplement, tu as envie de le faire et tu le vis. Ouais. Après, je pense que c'est bien quand même d'avoir conscience de l'autre aussi et pas Oui. être forcément spontané. Mais c'est là où c'est l'alliance Oui. de l'esprit d'enfance et le fait que tu deviens adulte. C'est ça. Et c'est main dans la main, l'enfant qui est en toi et l'adulte que tu es, que tu deviens, et ben il y en a un qui s'autorise à la spontanéité et l'autre qui dit oui, non, mais là on va pas y aller parce que là on met notre vie en danger. Oui. Là on peut pas. Enfin, qui va quand même permettre le cadre sécurisant qui fait que tu vas pouvoir t'autoriser et qui prend soin. Et c'est pas genre je redeviens un enfant et je suis un enfant éternellement. Non, c'est je prends la responsabilité de mon existence. Oui, c'est Et vrai. d'ailleurs, ça me touche beaucoup dans ce que tu dis. Et ça me renvoie justement toujours à ce premier stage de Tantra quand j'avais 20 ans, où je dis, bon, là, je viens de quitter un mec, je le supporte pas, c'est un connard, vraiment, c'est de sa faute, tous les hommes sont comme ça, Oui. les croyances, les sortes de contrats de loyauté, qu'on disait, bah, jamais je serai à l'aise avec les femmes toute ma vie. Oui. Et moi, là, à cette période-là, je me dis, tous les hommes sont des abrutis, et ça sera comme ça pour toujours, ce qui est d'une violence inouïe. Et pendant ce stage, à un moment donné, j'ai vraiment senti et compris à quel point ça n'était pas vrai aussi, en fait, que non, il y avait des hommes incroyables et sublimes, mais surtout que moi, je ne prenais pas la responsabilité de mon existence. Je me sentais victime de mon histoire parce que mon père était qui il était, parce que les hommes autour de moi étaient qui ils étaient, et que du coup, je ne regardais pas quels étaient mes mécanismes personnels qui fait que je fonctionnais d'une certaine manière par rapport aux autres. Et tout d'un coup, ça a été vraiment comme une révélation de je suis responsable de mon existence et je ne suis pas mon histoire. Oui. Ce que j'ai vécu
d'où je viens ne définit pas comment je vais vivre ma vie. Ça a une influence, indéniablement, mais j'ai de la liberté. Et je ne suis pas mon histoire, ça veut dire que même si j'ai engrammé des croyances, même si j'ai vécu des traumatismes, ça ne veut pas dire qu'ils doivent définir qui je suis. Oui. Et à cet endroit-là, j'ai la liberté de questionner, de travailler, d'approfondir et d'aller voir. Et moi, ça, c'est le cœur de ma vie. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui, de rappeler aux gens que vous avez toujours la possibilité de remettre en question n'importe quelle pensée, croyance, aspect de vos vies à n'importe quel moment, parce qu'on est des êtres fondamentalement libres. Oui, complètement. Ça, c'est aussi un point qui est très important pour moi. J'ai l'impression en Occident, un peu dû à l'influence de Freud, la psychanalyse s'est vraiment tournée vers on creuse le passé, on creuse les traumas, on regarde tout ça. Mais au final, c'est énormément tourné vers le passé. Et je trouve qu'il y a un aspect nourrissant en fait. On nourrit nos traumas aussi en étant tout le temps en train de les regarder. Et c'est important aussi d'avoir quelque chose dans le moment présent et tourné vers le futur. De se dire oui, ma vie est ce qu'elle a été, mes traumas sont ce qu'ils ont été. Comme tu dis, ton père était comme ça. Par contre, à tout moment, en fait, il y a quand même une liberté fondamentale. Et ça rejoint de nouveau cette notion un peu de non-dualité, de bouddhisme. C'est qu'au final, pour moi, si je devais définir pour moi la nature profonde de l'univers ou des gens, ça serait l'infinité des potentiels. Et au final, je pense, si on se rend compte qu'on a une infinité de potentiels qui n'est pas enfermée dans la boîte de notre passé, mais qui est une exploration au final, ça, c'est vraiment un gros changement dans le rapport qu'on a à nous-mêmes. Absolument. Après, ça peut être dur de sortir de la boîte. Ça, c'est le chemin. Oui. Sortir de la boîte, c'est le chemin. Et en même temps, oui, c'est dur. Mener une existence humaine et en plus en prendre la responsabilité et de dire mais moi je veux vivre comme un être libre et j'aspire au bonheur et tu disais tout à l'heure, des fois on porte notre souffrance, etc. Mais juste reconnaître qu'on souffre déjà. Juste ça, reconnaître qu'on souffre et qu'on a du pouvoir là-dessus. Je souffre, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que je souffre ? Est-ce que c'est parce que je m'agrippe aux choses ? De tiers du temps, c'est quand même ça qui se passe. Mais d'en prendre la responsabilité de aussi sa souffrance et de se dire, bon, ok, je souffre, mais j'ai envie de faire autrement. Ce truc de, j'ai le pouvoir d'avoir un impact sur la manière dont je vis les choses. J'ai pas de pouvoir sur ce que la vie m'amène. Il y a un moment donné où il faut aussi rentrer dans cet espace d'abandon. C'est pas moi qui décide tout. Oui. Et il peut y avoir des tragédies, quelqu'un peut mourir dans un accident, ça fait partie de la vie. Fondamentalement, je ne peux rien contrôler. La vie est ce flux, ce flot constant, c'est cette énorme rivière, et c'est pas moi qui contrôle le débit de l'eau, mais je peux décider quel rapport j'entretiens avec cette eau. Et tu parlais aussi du fait que quand on vit des gros chagrins, ou des histoires, ou des deuils, enfin n'importe quelle difficulté, traumatisme, je trouve justement que ce monde du tantra nous apprend à apporter un autre regard là-dessus. C'est-à-dire que soit je suis victime de, et j'estime que c'est gravé dans le marbre pour toujours, et je suis une victime des tragédies que j'ai vécues dans ma vie, ou soit je dis merci. Merci de m'avoir largué comme une merde, merci papa, maman d'avoir fait n'importe quoi, merci d'avoir vécu un accident parce que ça m'a permis de me rencontrer davantage. Et pour moi c'est l'alliance des deux, c'est le fait de pouvoir sortir de la victimisation des événements pour même développer de la reconnaissance et de dire ok, tout ce que je vis est une manière et une école qui me permet de me rencontrer moi et d'être davantage libre. Mais là on peut devenir un peu fourbe aussi, c'est-à-dire qu'on va toujours, on ne va pas reconnaître ce qui est. Pour moi c'est l'alliance des deux. Alors, je m'explique. Pour moi, pour trouver un sens d'équilibre, il faut pouvoir justement se libérer d'être victime de la vie et du monde, mais en même temps reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Par moments on vit de l'injustice, par moments on vit des deuils, par moments on est victime, par moments on est agresseur. Moi, par exemple, ça fait
plusieurs années que je fais une psychothérapie avec quelqu'un qui fait principalement aussi de la gestalt, de l'hypnose, mais vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance. Et le travail que j'ai à faire, c'est reconnaître certains points d'injustice dans mon histoire. Reconnaître qu'à des moments j'ai manqué, à des moments j'ai pas été aimée, à des moments les comportements de certains de mes conjoints ou de mes parents n'ont pas été appropriés. Oui, c'est vrai, c'est très important ça. C'est un processus que j'ai eu un peu l'année passée par rapport à mes parents. Où, en fait, moi j'ai toujours eu une enfance assez facile, entre guillemets, dans le sens où il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de... On avait un peu d'argent, enfin... Théoriquement, c'était facile. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des manques au niveau de l'affection, au niveau de... à d'autres niveaux, en fait. Et pendant longtemps, en fait, je ne m'autorisais pas à dire qu'il y avait des choses qui n'avaient pas fonctionné pour moi quand j'étais enfant, parce que le cadre était globalement meilleur que ce que tu peux voir des fois chez d'autres personnes. Mais juste accepter de dire, en fait, il y a des choses qui, moi, m'ont manqué dans mon enfance, ça a été très libérateur. Parce que... Et je pense qu'en Occident, il y a un peu une dynamique là-dessus, à notre époque, ou que ce soit lié au passé de l'Europe, où il y a ce côté on n'a pas le droit d'être heureux parce que il y a eu des comportements négatifs dans l'histoire de nos nations, on a plus d'argent que les gens pauvres, alors pourquoi nous on aurait le droit d'être heureux pas eux? Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont enfermés là-dedans et qui ont de la peine à reconnaître aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été pour eux et peut-être des choses différentes, mais qui en ont souffert en fait aussi. Et juste, comme tu dis, reconnaître ça, pas s'en mettre en victime dans le sens où j'ai aucune influence là-dessus et je peux pas agir. Et toute ma vie, je serais victime d'un mauvais père, d'une mauvaise mère, d'une mauvaise histoire, de tragédie, que du coup, je suis obligée de vivre ma vie comme une victime. Non. Et en même temps, il faut reconnaître ce qui est. Pour te libérer, il faut reconnaître ce qui est. Et ça te permet aussi de prendre la responsabilité de ton existence parce que tu arrêtes de faire semblant ou de dire hein, mes pauvres, ils ont pas voulu, ils ont pas fait exprès, mais moi je porte. En fait, je porte la misère du monde, personne t'a demandé de porter la misère du monde. Et parce que tu es capable d'avoir ce discernement par rapport aussi à ton histoire, par rapport aux autres, par rapport à toi, aussi reconnaître là où toi t'as fait des erreurs. Bah du coup les choses sont plus légères. Je reviens beaucoup à la douceur, à la légèreté, parce que c'est ce que je vis. Plus je fais le ménage à travers ces deux aspects, sortir de la victimisation et être dans la reconnaissance, plus je vois que dans ma vie, il y a plus de légèreté. Il y a vraiment plus de légèreté et je crois que je suis plus heureuse, beaucoup plus heureuse. C'est pas dire que je vis moins de choses compliquées ou difficiles, non, c'est que mon rapport change tellement que du coup les choses sont plus légères. Et c'est vraiment ce que j'expérimente. Et je crois que pour moi la voie du tantra c'est ce qu'elle m'apporte. Plus de jeu, plus de légèreté. Et je me posais la question, le fait d'être de devoir gérer cet espace, ça doit confronter des choses aussi différentes en toi que juste être participant, j'imagine. Qu'est-ce que tu as remarqué à partir de cette position de j'ouvre un espace pour les autres? Qu'est-ce que c'est venu travailler en toi? Ça vient travailler déjà le fait que je prends pas une position d'enseignante ou de maître. Non, je suis une étudiante plus. Et une étudiante plus qui crée un espace pour que les autres expérimentent des choses que j'ai vécues aussi. En fait, mon envie, puis Exploratorium Tantra que j'ai créé avec Sophie, qui est aussi une thérapeute et qui est une femme juste incroyable. Donc c'est un projet à deux, c'est un bébé à deux. Et l'envie, c'était que tous les êtres humains qui ont cette aspiration à être plus heureux et plus légers dans leur vie puissent avoir un cadre où ils peuvent vivre ça, où ils peuvent expérimenter, où en fait ils peuvent avoir un lieu où c'est une école de vie où ils vont apprendre à être humains. Et moi, c'est ça qui me motive. Moi, tu parlais de cette dimension d'accueillir le divin en soi. Mais au fond, c'est vraiment... Chacun de nous, on a ce diamant, on a cette bonté fondamentale qu'on ignore de tiers du temps qui est présente. Et ma vraie aspiration, c'est créer des espaces où les gens peuvent découvrir
cette richesse qu'ils ont, le fait que chaque être humain a un trésor incroyable en lui et que des fois ça demande un petit peu de travail pour qu'il se révèle. Et donc ce qui se passe en fait, souvent quand je crée, quand on fait des exploratoriums tantra, bon c'est du boulot, c'est beaucoup de travail, c'est clair, c'est beaucoup d'investissement, de temps pour se faire connaître, pour penser le cadre et vraiment penser les pratiques au mieux pour que les gens puissent découvrir leur trésor. Mais quand je vois des gens qui se questionnent, qui s'autorisent et qui commencent à voir quelques pièces d'or tomber de leur mal au trésor et qui se rencontrent tels qu'ils sont et se rendent la vie plus douce, mais je me sens tellement privilégiée. J'en parle, je suis émue parce que c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir au fond. C'est-à-dire que on a la sensation d'être utile. La sensation de faire ce pourquoi je suis sur cette terre. D'accord. Vraiment. Dans ces espaces-là, c'est vraiment je suis privilégiée et honorée de juste permettre que des gens vivent leur processus. Moi, je fais pas grand-chose. Je suis pas une enseignante, je fais pas grand-chose. Juste, je permets que les gens puissent advenir et se rencontrer. Et pour moi, je me sens à ma place. Oui. Je me sens à ma place. Et ça fait travailler des choses en toi, de voir des gens faire les exercices. Parce que du coup, vous participez pas aux exercices, vous êtes à côté en général. Nous, on maintient le cadre et puis on mène les pratiques. Mais le fait d'observer, ça vient réveiller des fois des choses en toi de personnel, pas forcément, comment dire. Je sais pas, est-ce que l'énergie de la salle, tout d'un coup, ça va faire sortir un truc en toi auquel tu t'attendais pas ou t'avais pas pensé à travailler là-dessus à ce moment-là? Ou alors t'es vraiment complètement tourné vers les autres pendant que tu fais? Je dirais qu'il y a les deux. Parce qu'en même temps, le fait d'être dans cette dimension de transmission et de tenir la structure fait que mon processus personnel, il est un peu derrière. C'est comme si il y a deux parts. Il y a vraiment la part qui est dans le soutien, qui est au service. Donc du coup, vu que je suis au service, c'est comme si ça serait pas juste pour moi que tout d'un coup, parce que j'ai une énorme émotion qui me traverse, de la vivre. Non, il y a quand même quelque chose où je suis en retrait pour permettre aux autres de vivre leur expérience. Par contre, je suis toujours là. Donc si il y a quelque chose qui fait écho à moi, avec la singularité qui est la mienne, que des personnes vivent des processus, qu'importe, et que ça me touche, et ça me touche. Ça me touche, ça me confronte, où il y a des choses qui me font peur aussi, où je peux être touchée par la beauté. Qu'est-ce qui a pu te faire peur, par exemple? Ce qui a pu me faire peur... une fois, il y avait un participant que je sentais être toujours ailleurs. Très agité, il faisait toujours le contraire de ce qui était proposé. D'accord. Et en fait, la peur que j'avais, c'était qu'il ne puisse pas vraiment entendre, accueillir ce qui était proposé, puis qu'il vienne comme déranger l'espace des autres. Il y avait quelque chose où ça pouvait me faire peur, plutôt dans cette dimension d'animation et d'équilibre. De réussir à gérer, en fait. Oui, c'est ça. Parce que en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour permettre aux gens de vivre leur procédé, il faut quand même pouvoir les contenir, il faut pouvoir les accompagner. Et des fois, tu te dis, oh là là, mais est-ce que je suis suffisamment solide? Est-ce que je suis suffisamment au bon endroit? Est-ce que mon intention est suffisamment pure, suffisamment noble pour aider? Est-ce que les mots, les gestes que je vais utiliser sont justes? C'est pour ça que je dis, je pars pas d'un principe que je suis une sachante, mais je suis Morgane, avec un peu de background, un peu d'expérience, et j'ai voyagé à travers ces espaces-là, et je vais guider l'autre à partir de ce que je sais de mon expérience. Et aussi du fait que je suis thérapeute et que j'accompagne des gens depuis des années à travers plein d'espaces, et que je fais confiance en la vie, que la situation est ce qu'elle est, et que les gens qui arrivent dans nos ateliers... s'ils vivent quelque chose et qu'on est capable de pouvoir les accompagner. Et ça me fait dire aussi qu'on ne prend pas la charge de l'expérience des gens.
Oui, Il y a vraiment cette idée de la souffrance ou ce que tu peux vivre t'appartient. Moi, je suis là en soutien. oui, Mais je ne suis pas dans un rapport de fusion avec les participants. C'est vraiment, je crée un espace, je suis au service de ton processus, mais ce que tu vis t'appartient, ce que je vis m'appartient. Par contre, il peut y oui. avoir des échos. Ça rejoint un peu ce qu'on disait plus tôt aussi, dans le fait d'accepter et de voir ces parts de nous qui nous font souffrir. Oui, c'est ça. C'est qu'au moment où on la vit, c'est aussi important justement qu'on la vive nous. Oui. Pas qu'on se décharge sur Non. l'autre. Non, non, non. Il y a du discernement. Et en même temps, le fait que je me laisse sentir que je suis touchée, le fait que je peux être plus proche Oui. des gens que j'accompagne. Des fois, on a cette croyance qu'il faut se protéger. Je n'existe plus et du coup, je peux t'accompagner. Non. C'est parce que je m'autorise à sentir, à être touchée ou à voir que des fois, quelqu'un va prendre la parole et moi, en tant que Morgane, je trouve que ça complètement déplacé ou agressif. Mais l'enjeu, c'est je reste dans une dimension de service et je t'accueille là où tu es. En même temps, je tiens le cadre. Donc quelqu'un qui aurait un comportement irrespectueux, qui vraiment n'aurait pas un comportement adapté. Ça t'est déjà arrivé ? Non, ça m'est pas arrivé. Mais si ça devait arriver, c'est clair qu'il y aurait une nécessité de soutenir le cadre. Il y a une sorte d'hygiène du groupe qui fait que c'est aussi ma responsabilité de permettre à chacun d'être protégé dans cet espace. Oui. Donc de veiller à l'intégrité de chacun. Donc chaque personne s'engage. Quand on commence une soirée, un atelier ou qu'importe, vraiment on demande à chacun de s'engager à respecter sa propre intégrité physique et l'intégrité physique de l'autre et aussi du lieu. On s'engage à être à l'écoute et respecter aussi l'autre. Et si c'est pas le cas, on va pas être dans une sorte d'hyper compassion, empathie, genre il fait n'importe quoi, mais c'est possible. Il y a un cadre, il y a des limites. Ça fait partie aussi des croyances du tantra. C'est un espace qui est ouvert, on est mené à tout expérimenter, mais comme s'il y avait plus de ciel, plus de terre, il y avait plus de règles. Non! C'est parce qu'il y a un cas très précis qu'il y a de l'espace au centre. Et nous, les espaces qu'on propose, c'est extrêmement important pour nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sexualité dans nos pratiques. Oui. Il y a des espaces de tantra, ou justement dans la pornographie, ou même des gens qui organisent des stages, ou qui font du libertinage, et qui en fait disent que c'est du tantra. Non. Nous, on fait ce qu'on appelle un tantra moderne, un tantra relationnel. On va être dans des pratiques pour découvrir tous ces aspects de notre vie, mais à aucun moment donné, il y a, comme on a dans nos croyances, des pratiques sexuelles. C'est pas du Kama Sutra. Oui. On fait du tantra moderne, ça n'est pas du Kama Sutra. Le Kama Sutra, c'est cette idée qu'on va apprendre des pratiques, des techniques, et qui a son sens, mais dans un contexte qui est autre. Là, il y a vraiment cette dimension... Oui, c'est pas la même dynamique. Non, je dirais qu'il y a une dimension spirituelle, de rencontre, et il n'y a pas cette fin de sexualité. On va rencontrer notre énergie sexuelle, certes, ça peut, mais comme je vais rencontrer mon énergie émotionnelle. Je dirais, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le côté sexuel. Par contre, il y aurait peut-être un côté sensuel. Un peu. Oui, tu vas explorer ta sensualité, mais tu vas découvrir qu'est-ce que c'est que la sexualité au sens large. Mais il n'y a pas, vraiment, je le tiens à le dire, parce que beaucoup de gens ont peur de ces espaces de néo-tantra ou de tantra moderne, et ils ont raison en même temps, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Et c'est bien, moi des fois je me dis, mais il faudrait qu'on laisse tomber le mot tantra, mais en même temps, j'aime m'instaurer dans cette dimension de tradition qui existe depuis des centaines d'années, de gens qui ont suivi ce chemin et cette voie du tantra, qui est une voie sublime et très précieuse et très noble. Et je pense que pour le tantra, c'est important, si vous en avez jamais fait et vous voulez en faire, de prendre le temps de bien vous renseigner sur ce que propose la personne, la manière dont elle le propose, parce que ça peut être vraiment très variable d'un endroit à l'autre. Oui, très. Pour moi, la référence quand même, depuis 30 ans, qui a été créé, c'est un centre qui s'appelle Sky Dancing Tantra, qui a été créé par Margot Anand, qui est vraiment une pionnière dans le milieu et qui a pensé ce cadre, vraiment. Et Sophie, donc, et moi, on s'est formés, on se forme dans le Sky Dancing Tantra pour proposer Exploratorium Tantra. Et il y a plein d'écoles différentes, mais vraiment, si vous voulez faire un stage, un atelier, que ce soit chez nous ou ailleurs, posez des questions. Posez des questions, vraiment,
aux organisateurs, à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas. Et avec toutes les informations que j'ai données aujourd'hui, ça vous donne quand même beaucoup de clés pour savoir si le cadre est suffisamment safe ou non, ou si ça va être orienté vers des pratiques sexuelles, ou plutôt de déconstruction personnelle, plus que de développement personnel, ou de vraiment chemin qui va être propice pour que vous puissiez vous rencontrer. Je dis ça parce que c'est aussi le risque. Oui. Avec tous ces centres qui proposent un peu des fois tout et n'importe quoi, c'est que si votre aspiration est comme juste et que vous avez envie de vous rencontrer, de changer des choses dans votre vie et que vous tombez dans des endroits qui sont pas appropriés, bah ça peut peut-être plus faire de mal qu'autre chose. C'est vrai. Des fois, parce qu'on rentre, on se déploie, on va travailler aussi des pratiques psychocorporelles de libération qui peuvent être assez profondes, fortes. Tu parles beaucoup des psychédéliques, c'est aussi une approche en fait. On va dans ces mêmes espaces qu'on appelle transpersonnels, mais sans substance. C'est vraiment cette idée qu'on va libérer aussi des traumas transgénérationnels et personnels profonds sur le plan cellulaire et de l'esprit aussi, mais sans psychédéliques. Donc c'est des espaces où il faut que ça tienne. Et moi, c'est ce que j'ai adoré aussi. Et j'ai été formée par Fabrice Midal dans l'école occidentale de méditation, qui est pour moi la référence absolue en matière de penser le cadre, de penser la transmission dans un monde poétique établi où on va vraiment permettre aux gens de pratiquer et d'être dans la sécurité. Et moi, j'ai cette alliance en moi des deux, de la liberté et en même temps du cadre du Skydancing Tantra et du sérieux, vraiment, de la transmission que j'ai reçue de Fabrice Midal, parce que pour moi, c'est essentiel. Je suis un être où je suis hypersensible, où si je n'ai pas confiance dans le cadre et les gens qui soutiennent une structure, je ne vais pas pouvoir me détendre et vivre. Et je crois qu'on est beaucoup où on a à avoir du mal à faire confiance et avoir des peurs. Et donc, vraiment, regardez bien où vous allez. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant de dire que toi, c'est ton cas et c'est le cas dans plusieurs endroits qui font du tantra, qu'il y a aussi des espaces que pour les femmes. Oui. Que pour les hommes, c'est plus rare. Il y en a. J'en ai moins vu. Oui. Mais pour les gens qui ne se sentent pas forcément prêts à faire ça avec le sexe opposé, c'est aussi possible de le faire dans un espace que féminin ou que masculin. Et qui doivent venir travailler des choses différentes, je pense. J'ai jamais participé à un espace que homme. Oui. Mais je sais les fois où j'ai interagi avec des hommes, que ce soit pour des massages ou des choses que j'aurais pas fait naturellement, ça m'avait apporté, ça avait été intéressant pour moi. Et je pense que c'est bien de le dire qu'il y a aussi cette possibilité. Oui. Et je sais pas si tu veux dire un petit mot sur l'espace pour les femmes que tu organises, si ça intéresse quelqu'un peut-être. Ben, je peux dire que c'est très central en fait. Juste dire qu'on n'a plus trop, peut-être à part pour aller boire des verres ou pour des fêtes, tu vois, de se retrouver entre hommes ou entre femmes, mais quand on se rencontre vraiment dans cet espace de travail et d'évolution que entre hommes ou que entre femmes, sur un plan, on va guérir la relation à l'autre sexe, parce que du coup, quand les femmes ne sont pas là ou quand les hommes ne sont pas là, bah, qu'est-ce que ça me fait? Comment je le vis? Donc on va aussi travailler ça, notre rapport au masculin ou au féminin. Et il y a cette dimension sororale pour les femmes et fraternelle pour les hommes, où on va voir comment on peut se soutenir. En fait. Moi, j'aime bien dire qu'on est d'abord être humain ou être humaine. Après, il y a maintenant, c'est au cœur des débats de société. Tu peux naître homme et te reconnaître femme, et inversement. Et tu peux aussi trouver ta place dans ces espaces-là. Et donc, avec Exploratorium Tantra, on est deux femmes, on a créé des espaces que pour les femmes. Dans cette idée que, en se retrouvant que entre femmes, on peut travailler cette dimension relationnelle, mais aussi guérir aussi toute notre histoire de femmes. On va se rencontrer en tant que femme, on travaille beaucoup le rapport au corps avec les femmes, mais aussi ce rapport transgénérationnel, l'héritage qu'on a des femmes, de nos mères, de nos grands-mères, de ce travail avec le rapport au corps, et aussi dans le lien avec les autres femmes. Et les hommes, c'est pareil, vous allez travailler exactement les mêmes choses, mais avec la tonalité de se retrouver entre hommes. Et dans mon expérience, ça change tout. Des fois, on se dit « Ah là là, mais je vais m'ennuyer à mort, il n'y a pas l'autre sexe. » Non, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Au contraire, on va approfondir, on va vraiment travailler la question de l'amitié aussi, énormément, en fait. L'amitié dans la fraternité, dans la sororité,
Et donc nous, actuellement, on donne des ateliers, donc à peu près un atelier par mois, qui est réservé aux femmes. Et en avant-première, on va lancer l'année prochaine des retraites réservées aux femmes. Ok. On va aller voir cette dimension initiatique, mais ça c'est un autre chapitre. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai remarqué, c'est un thème auquel je réfléchis pas mal ces temps. C'est le côté, comme tu disais, fraternité, sororité. J'ai l'impression qu'on est très isolé de nos jours en Occident. Et que à part si on fait un sport d'équipe, on peut avoir cette dynamique en cœur de groupe. Il y a vraiment peu d'endroits où on va se dire, voilà, on est un groupe d'amis, un groupe de frères. C'est... J'ai l'impression pour les hommes, c'était beaucoup lié à l'armée pendant longtemps. Oui, ça a été. Et le fait que, ou à la chasse, ou enfin, au rapport les hommes contre le monde un peu. Oui. Et j'ai l'impression que dans notre société moderne, on a moins besoin d'avoir ce rapport d'opposition. Les hommes ont un peu perdu ce côté, on se réunit, on est un groupe fort avec des valeurs communes. Oui. Pour les femmes, je sais pas comment c'est, mais en tout cas, moi je sais que c'est quelque chose qui me manque un peu. J'aimerais bien avoir un peu ce côté fraternel avec un groupe d'hommes, et rien de savoir, on peut compter les uns sur les autres, on se soutient. Absolument. Et je pense que c'est quelque chose qui serait positif à redévelopper dans nos sociétés. On en a besoin. Surtout maintenant dans ces villes énormes où au final tout le monde est isolé. Il y a plus... avant dans un petit village, tu avais quand même le groupe du village qui souvent travaillait ensemble au champ. Enfin, il y avait un lien entre les gens. Absolument. Et je pense que ça participe beaucoup à ce sentiment de solitude. Oui. Au final, en dehors du couple, les gens, ils ont très peu de rapport à l'autre. C'est ça. Et ça rejoint peut-être ce qu'on disait au début aussi, où pour toi tout est autant sexualisé. Oui. C'est parce qu'en fait, en dehors de la sexualité, le rapport à l'autre a quasiment disparu. Beaucoup. Et c'est comme si on savait interagir avec l'autre qu'à travers ce prisme au final. Oui. Ce qui est dommage. Bien sûr. Ou soit parce que c'est ton collègue de travail, ou c'est un ami, mais bon, est-ce que vraiment on prend cette... tout le monde ne prend pas le temps de se rencontrer pour de vrai. Et même, tu vois, il y a encore pas si longtemps, nos grands-parents, ils rentraient dans une entreprise, ils pouvaient rentrer tout en bas de l'échelle et finir assez haut. Oui. Et ils travaillaient 60 ans au même endroit et il avait vraiment un rapport avec ses collègues aussi où il les connaissait, je pense. Et tu vis dans un village, il y a cette dimension voilà, de communauté. Il y avait cette dimension communautaire même dans le travail. Oui. Alors maintenant, les gens ils changent de travail tous les 2 ans. L'entreprise, elle t'accorde aucune valeur, tu sais qu'elle va te virer du jour au lendemain. Même dans l'aspect travail, je pense qu'on a perdu ce côté communauté qui pouvait être présent par le passé. Après, il faut faire attention de ne pas dire c'était mieux avant. C'est sûr. Des fois, c'est le risque. Mais tu montres bien, au fond, que les temps et les choses et la pensée générale a changé. Oui. En fait. Et qu'aujourd'hui, on a à réinventer. Oui, c'est vraiment ça. On a à réinventer. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, pour beaucoup, on a besoin d'espace où on se retrouve avec d'autres personnes qui ont des aspirations communes et effectivement de retrouver des gens qui ont le même sexe que nous, des hommes ou des femmes, c'est souvent des lieux où on peut se livrer beaucoup plus facilement et avoir comme une sorte de point d'ancrage, une communauté de... Et parce que tu es ancré dans une communauté, eh ben, tu peux être beaucoup plus un individu. C'est beaucoup plus facile d'assumer sa solitude. Oui. En fait, quand on a un ancrage dans une communauté, puis un espace où on peut se déposer. Et moi, dans mon expérience, souvent, les espaces avec les femmes, il y a... je me dépose. Souvent, je vais dire des choses que je vais pas forcément dire de la même manière à ma famille ou aux hommes ou dans mon couple. Mais c'est comme si c'est un espace où vraiment... je vais être autorisée à être telle que je suis de façon beaucoup plus directe. Oui. Et oui, je pense aussi qu'on en a besoin, autant les hommes que les femmes, et que ça permettra sans doute d'améliorer les relations hommes-femmes, et comme tu le disais, de sortir aussi du fait qu'on a tendance à tout mettre sur les épaules de notre conjoint, ou de notre meilleur ou meilleure ami, et que du coup, Oui, c'est vrai, ça met beaucoup de poids sur une seule personne aussi. L'autre. Alors que quand on est accueilli dans un espace communautaire, on peut parler, et ben ça change. Et comme tu dis, moi le mot qui m'a beaucoup parlé, c'est de réinventer. Oui. J'ai l'impression, en tout cas en Occident, c'est vraiment le point où on en est en ce moment. C'est qu'on a déconstruit beaucoup de structures, qu'elles soient religieuses, étatiques, patriarcales, peu importe.
Et là, on arrive un peu à une époque où on a déconstruit pendant des années, mais on sait plus trop où on est, on sait plus trop qui on est, où on veut aller. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de passer par une phase de réinvention. Oui. Du coup, je sais pas si toi, t'aimerais poser quelque chose pour la fin, une dernière idée, un dernier mot. Ou sinon, je peux trouver moi quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clore, pour rassembler tout ça? Peut-être, j'ai envie de revenir à la dimension d'expérience, Oui. au fond. Là, juste à l'instant, tu parlais du fait de réinventer. Et d'où on peut réinventer? Oui, c'est vrai. Parce qu'on repart de nouveau à ce qui est essentiel pour nous. Et s'autoriser à sentir, je reviens là-dessus, vraiment de revenir vers ces pratiques de méditation, de tantra, des fois juste d'aller marcher dans la nature, Oui. de revenir à soi. Et de là, on peut inventer le monde de demain. Oui. Et au fond, et moi je trouve ça tellement joyeux. Certes, on vit un temps extrêmement dispersé, avec un grand manque de repères, avec énormément de chaos, mais le côté très positif pour moi du chaos, c'est que tout Oui. peut réémerger à neuf de ce chaos, et qu'on peut inventer, on peut créer, et que le tantra m'a vraiment appris ça. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi d'où on réinvente. Et justement, de revenir au cœur, au fond de nous, ça nous Oui. permet de réinventer sans passer par la structure mentale Oui. qui a été formatée pendant des années. Et de ne pas réinventer par la logique ou par la pensée, mais réinventer par ce dont on a besoin en C'est ça. fait. Et là où c'est joyeux. Oui, Au fond, c'est ça. Faites des choses qui vous rendent joyeux. Heureux. oui, Et complètement. voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.